Hajime est un bel idiot naïf qui est trahi par tout le monde, alors il mange des monstres pour devenir un tueur de dieu de rang SS et se lancer dans une frénésie de destruction. Avant d'en arriver là, Hajime était dans l'obscurité totale, ne sachant pas s'il était vivant ou mort. Il se réveille sans savoir où il est après être tombé dans le grand labyrinthe d'Orcus sans personne à ses côtés. Il commence à marcher, cherchant des moyens de s'échapper du labyrinthe. Mais là, il voit un lapin tout droit sorti de ReZero, capable de découper des loups avec facilité. Le lapin le remarque et l'attaque, mais il s'avère qu'il attaque autre chose derrière Hajime, un monstre géant. Il charge une attaque et coupe la tête du lapin avant de commencer à le manger, ce qui traumatise Hajime, qui réalise qu'il est le prochain. La bête tourne son attention vers Hajime et l'attaque, lui coupant le bras. Hajime commence à cracher du sang et regarde en arrière pour voir la bête manger son bras et vouloir en manger plus. Elle s'approche de Hajime et quand il essaie de s'échapper en utilisant sa magie, la bête continue de le poursuivre, se rapprochant lentement. Mais Hajime parvient à s'échapper dans un trou. Perdant du sang, Hajime s'évanouit. Mais ensuite, il se réveille, et devant lui se trouve un cristal sacré, une pierre qui contient beaucoup de mana. 10 jours auparavant, Hajime lisait à ce sujet dans un livre, et a découvert qu'il peut guérir toute blessure et dissiper toute malédiction. Ensuite, Hajime et son groupe se rendent au grand labyrinthe d'Orcus, préparé pour la guerre. Pendant la mission, Hajime est presque attrapé par un monstre, mais son ami, Kuki, le sauve de la bête. Comme un héros, Kuki dit à tout le monde qu'il va les protéger et un PNJ le traite d'inutile. Cependant, Kuki encourage Hajime et lui dit de s'entraîner davantage et de travailler plus dur. Le groupe lève les yeux et voit un cristal rare de glande bleu vif. Et après que les filles le trouvent beau, Daisuke le dragueur essaie de l'attraper, mais cela fait briller le cristal et les téléporte dans un labyrinthe. Là, des monstres commencent à apparaître et à les entourer dans un piège mortel. Leur aîné, Mel, utilise sa magie et crée un champ de force, mais le monstre le traverse facilement et veut se régaler d'eux. Cependant, Hajime utilise sa magie, transmutation, et immobilise le monstre tout en disant aux autres de s'enfuir. Mel promet qu'ils reviendront pour lui et laisse Hajime être le héros. Ensuite, ils essaient de sauver Hajime en lui donnant un moyen de s'échapper et lancent une attaque, mais un de ses amis tire délibérément sur Hajime à la place, le repoussant. Dans le présent, Hajime devient fou, perdant lentement la tête et voulant à la fois vivre et mourir. Avec la douleur persistante dans son bras gauche démembré, il commence à chercher quelqu'un à blâmer. Dans sa conscience, il sait que quelqu'un a tiré sur lui exprès, et il réalise que c'est le fanatique Daisuke. Pendant l'effondrement, quand Hajime tombe, Kyori crie pour lui, ne voulant pas perdre son baby daddy. Car quelques jours auparavant, Kyori avait essayé de demander à Hajime de ne pas venir avec eux dans le labyrinthe après avoir fait un mauvais rêve à son sujet. Réalisant que sa capacité est nulle, Hajime demande à Kyori de le protéger car elle est prêtresse et le guérit avec ses pouvoirs s'il est blessé. Bien qu'elle promette de le faire, le destin a d'autres idées, et c'est que Hajime doit mourir. Réalisant qu'il est proche de la mort, Hajime ressent du ressentiment envers tout ce qu'il connaît. Hajime rassemble son attitude de battant et réalise que sa vie est sur le fil du rasoir. Alors Hajime devient fou et commence à boire l'eau sacrée pour se guérir, tout en planifiant de manger le monstre. Puis 2 loups essaient de le manger, mais Hajime les déjoue et les piège dans un trou. Il sort son couteau et commence à découper des morceaux de leur viande pour enfin manger. Soudain, il commence à s'étouffer comme si quelque chose brûlait à l'intérieur, et son sang provoque une mutation génétique qui le transforme en un Kaneki plus sombre. Des heures plus tard, il se réveille après avoir bu l'eau sacrée près de lui. Il sent que son corps a changé pour le mieux, et il regarde son propre reflet et pense qu'il est de Linkin Park. Hajime sort sa plaque de statut, et là, il voit qu'il a monté de niveau et acquis de nouvelles compétences après avoir mangé la viande du monstre. Il vérifie ses compétences en commençant par le contrôle de l'éclairage, et il l'utilise pour cuire la viande du loup pour la manger. Ensuite, avec son toucher, il peut voir chaque détail des choses qu'il touche. Il touche et analyse différentes pierres pour pouvoir créer sa propre arme, puis il passe en mode Minecraft et crée un revolver et des balles à partir des pierres pour être son armement principal. Avec la magie de la foudre, il l'applique à son arme et cela aide à tirer les balles. Hajime continue de boire l'eau sacrée tout en mangeant plus de monstres, ce qui fait augmenter ses statistiques et lui donne plus de compétences. Avec les nouvelles compétences acquises grâce au lapin qu'il a mangé, Hajime vise maintenant le grand monstre. Contrairement à avant, Hajime est plein de confiance après avoir perdu la raison et commence à tirer. Le monstre frappe son arme, alors il lance une grenade éclair et tire sur son bras pour pouvoir le manger. Après avoir avalé, Hajime électrocute la bête et tire droit entre ses yeux. Debout victorieux, Hajime veut rentrer chez lui et se venger de ceux qui l'ont trahi. Une semaine plus tard, Hajime installe son camp au premier étage du labyrinthe où il boit l'eau sacrée et mange plus de monstres.
Il se rend compte que les monstres qu'il mange ne lui donnent pas plus de statistiques, et à cause de cela, il descend à un étage inférieur. Là, Hajime ne peut rien voir, et quand il utilise sa lampe pour éclairer l'endroit, un gecko géant l'attaque, envoyant presque Hajime en enfer. Cependant, Hajime utilise sa grenade éclair, aveuglant le stupide lézard, et lui tire dessus jusqu'à la mort. Puis il descend encore plus bas et affronte encore plus de monstres, chacun plus dangereux que les autres à mesure qu'il descend. Pendant ce temps, dans le royaume, les autres font un rapport au roi sur ce qui s'est passé lorsque le simplet, Daisuke, a touché un cristal de regard et les a envoyés au 65e étage. Ils informent le roi de leur bataille contre le Behemoth et de la perte de l'un des héros invoqués par leur dieu, Hajime. Et avec cela, le roi leur interdit de le dire à quiconque. En entendant cela, le TSPT de Shizuku, qui était là pendant la bataille, est déclenché. Son ami, Kaori, pleure encore même dans son sommeil après avoir échoué à protéger Hajime comme elle l'avait promis. Pendant la bataille, quand Hajime est tombé dans l'abîme, Shizuku était avec Kuki, retenant Kaori aux yeux larmoyants qui essayait de sauter pour sauver Hajime, disant à Kaori qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire malgré sa promesse de le protéger. Maintenant, Shizuku se sent coupable parce que lorsqu'ils ont été d'abord invoqués dans ce monde, le royaume les a d'abord introduits à la grande guerre de ce monde entre les humains et les démons. La guerre favorisait fortement les démons lorsqu'ils ont appris à contrôler les monstres. Et à cause de cela, le dieu de la création que les humains adoraient a convoqué ses étudiants pour être leurs héros contre les démons. Kuki a déclaré qu'il se joindrait à la lutte pour les humains et son ami, Ryutaru, a rejoint sa cause. Ici, Shizuku les rejoint et Kaori montre son soutien en se joignant aussi. Malgré leur enseignante, Aiko, qui leur demandait de rejeter cet appel de héros et de rentrer chez eux. Après tout ce qu'elle a traversé, Shizuku réalise seulement maintenant que ce n'était pas aussi facile qu'elle le pensait. Soudain, un Daisuke nerveux apparaît et commence à parler tout seul en disant que personne ne le découvrira. Quand Shizuku l'invite à s'entraîner avec elle, Daisuke prend peur et s'éloigne rapidement. Après avoir vu cela, Shizuku se souvient comment Daisuke provoquait toujours des disputes avec Hajime parce qu'il aimait Kaori, et elle commence à soupçonner qu'il est responsable de la chute de Hajime. De retour dans sa chambre, Kaori se réveille, et elle ne se souvient de rien de ce qui s'est passé dans le labyrinthe. Quand Shizuku le lui rappelle, Kaori commence à pleurer, et elle veut le sauver. Pendant ce temps, Hajime est descendu de 50 niveaux dans le labyrinthe, et là, il voit une porte géante et devient curieux de savoir ce qu'il y a derrière. Il voit des serrures d'apparence étrange dessus, et au début, il pense qu'il doit y insérer son concombre. Mais il essaie d'utiliser sa magie à la place et se fait électrocuter. Soudain, cela réveille deux monstres gigantesques, et tandis que Hajime parvient à gérer facilement le premier, le deuxième monstre est plus intelligent. Il continue de bloquer les tirs de Hajime en utilisant de la magie défensive, mais Hajime sait comment s'en occuper. Il continue de tirer jusqu'à ce que le bouclier se brise et quand il essaie d'attaquer, Hajime esquive et tire dans son œil pour le vaincre. De retour au royaume, Kaori dit à Shizuku que malgré le fait qu'elle ne sache pas si Hajime est toujours en vie, Kaori demande à Shizuku de l'aider à devenir plus forte pour qu'elle puisse aller dans l'abîme et sauver Hajime elle-même, ce que Shizuku accepte d'aider. De retour avec Hajime, il sort des pierres de mana des monstres morts et les utilise comme clé pour ouvrir la porte. À l'intérieur, il trouve un cube jaune vif et de celui-ci apparaît une fille piégée dans la boîte. Bien qu'au début Hajime soit choqué, il veut ensuite simplement l'ignorer et partir, mais la fille le supplie de l'aider, promettant qu'elle fera n'importe quoi. Il dit à la fille qu'il a déjà vu des films d'horreur et que libérer quelqu'un qui est piégé est toujours une mauvaise idée. Mais la fille supplie qu'elle a été trahie. En entendant cela, cela résonne avec l'âme de Hajime. Alors il retourne vers elle et demande pourquoi elle a été trahie et piégée ici. La fille lui explique qu'elle est une vampire extrêmement puissante qui protégeait autrefois son propre peuple, mais a été trahie par son propre ministre, qui n'avait plus besoin de son aide. Comme la fille ne peut pas mourir, ils l'ont piégée ici car elle peut guérir rapidement et manipuler le mana, ce qui la rend immortelle. Après l'avoir entendue supplier, Hajime utilise sa magie et essaie de la libérer. Et après avoir dépensé une énorme quantité de pouvoir, la fille est libérée de sa prison. La fille lui tient la main et lui demande de lui donner un nouveau nom, car elle veut abandonner l'ancien. Après avoir vu sa kawaii-ness, Hajime cède à son poignet et la nomme Yua, ce qui signifie la lune, ressemblant à ses cheveux blonds et ses yeux rouges. Yua le serre dans ses bras pour le remercier, mais soudain, ils sont attaqués et Hajime la sauve. Il se fait poignarder et avec des épines dans le dos, il verse de l'eau bénite dessus et Yua les retire. Il regarde le monstre en CGI de mauvaise qualité et réalise qu'il est là pour empêcher Yua de s'échapper. Il donne son manteau à Yua pour qu'elle le porte et la met sur son dos comme un bébé koala. Le monstre saute et Hajime commence à tirer, tout en se promettant qu'il mangera ce crabe salaud plus tard. Hajime esquive chaque attaque du monstre et il utilise chaque balle, chaque bombe et chaque magie de son arsenal, mais sans effet sur ce monstre crabe. Soudain, Yua descend et le mord au cou pour sucer son sang, se transformant en son arme ultime. Avec cela, Yua s'approche du monstre et invoque une bombe spirituelle pour la lâcher sur le monstre, l'envoyant rencontrer le roi Kai. Cependant, le monstre survit,
Mais après avoir vu son pouvoir, Hajime lui demande de le refaire. Hajime distrait la bête et cette fois, Yua invoque une autre bombe spirituelle et la lance sur la tête du monstre. Hajime saute et tire directement là où la bombe frappe et cela envoie le monstre se détendre avec le clan Uchi. Puis elle demande à Hajime pourquoi il l'a sauvé et il dit à Yua qu'il se sentait obligé de le faire après qu'elle lui ait confié sa vie. Hajime apprend que Yua est une vampire de 300 ans et grâce à ses connaissances, elle dit à Hajime que les labyrinthes sont créés par des êtres appelés les Mavericks qui ont autrefois combattu et défié les dieux. Mais quand ils ont perdu la bataille, les Mavericks se sont cachés au fond du labyrinthe et là-bas se trouve un chemin pour échapper au labyrinthe et remonter à la surface. Hajime trouve un orbe puissant et après avoir vu sa nature, il le transforme facilement en un fusil puissant. Après avoir vu à quel point il est incroyable à manipuler le mana, Yua demande à Hajime comment il est arrivé au labyrinthe. Hajime lui raconte tout, en commençant par comment il a été invoqué dans ce monde en tant que plus faible, comment il a été trahi par l'un de ses camarades de classe, jusqu'à ce qu'il ait failli se faire avoir par un monstre et perdre son bras, mais qu'il a finalement vaincu ce monstre et l'a mangé comme un petit déjeuner. Après avoir entendu son histoire, Yua commence à pleurer, mais Hajime la rassure en lui disant que, tout comme Vinland Saga, il n'a pas d'ennemis et ne ressent aucune vengeance envers ses anciens amis, et ce sur quoi il se concentre, c'est de trouver un moyen de rentrer chez lui. Yua commence à devenir sombre après qu'il dit cela, et Hajime réalise qu'à la différence de lui, elle n'a pas de maison où retourner. Alors, il demande à Yua si elle veut retourner avec lui dans le monde des humains, ce à quoi Yua accepte volontiers et se réjouit. Ils détectent quelque chose près d'eux, et la prochaine chose qu'ils savent, c'est qu'ils sont dans Jurassic Park, poursuivis par des dinosaures avec de jolies fleurs sur la tête. Avant cela, ils voient un dinosaure marcher sur des fleurs, et là, ils réalisent que ces fleurs sont des parasites, et que quelqu'un contrôle ces dinosaures à travers les fleurs. Hajime s'échappe rapidement, et avec Yua sur son dos, qui continue de mordiller son cou pour son sang, il cherche le cerveau. Ils voient alors une entrée suspecte, et tandis que les dinosaures les détectent, ils parviennent à entrer et laissent ces lézards stupides derrière eux. Après être entré, Hajime ferme le passage, et quand Yua le félicite, Hajime lui dit d'arrêter d'être paresseuse et de marcher par elle-même. Réalisant qu'ils sont dans un endroit suspect, ils regardent autour d'eux avec précaution, mais soudainement des particules vertes apparaissent. Hajime essaie de se protéger, mais Yua l'arrête soudainement et commence à l'attaquer tout en lui disant de s'enfuir. Réalisant que son corps est contrôlé par les particules vertes, il continue d'esquiver, mais est également touché par les particules. Puis Poison Ivy apparaît, séduisante, et pousse Yua à en finir avec Hajime. Il lui tire dessus et une fleur pousse sur sa tête, mais elle meurt rapidement, et Hajime commence à rire, leur disant que manger des monstres lui a donné une résistance au contrôle mental. Sous l'influence, Yua continue d'attaquer Hajime et il refuse d'esquiver, encaissant chacune de ses attaques. Yua lui dit de lui tirer dessus, mais imperturbable et avec un sourire, Hajime tire sur sa fleur et le monstre. Pour terminer le travail, il tire sur Poison Ivy à bout portant, ce qui déçoit Batman. Et bien que Yua soit maintenant sauvée, elle est aussi contrariée que Hajime l'ait vraiment tiré sans hésitation, et elle commence à le frapper, ce qui ne lui fait aucun mal. Ensuite, ils allument un feu de camp pour le dîner, et quand Hajime propose de la nourriture à Yua, elle refuse et lui dit que bien que la nourriture soit bonne, son sang a encore meilleur goût. Pour ajouter du piquant, elle porte son costume d'Ève et mange son dîner, aspirant le doux nectar de Hajime. Plus tard, ils ouvrent un chemin vers les niveaux inférieurs, et après quelques jours, ils atteignent le niveau 100. Là, Hajime se déplace prudemment, et quand Yua lui demande pourquoi, Hajime lui dit qu'il s'attend à ce que quelque chose soit là. Et après quelques minutes, il trouve une majestueuse porte géante. Ils s'en approchent avec une préparation complète et avec le pouvoir de l'armure scénaristique, ils ouvrent la porte. À l'intérieur, ils trouvent beaucoup de cristaux sacrés massifs constitués de mana, et en voyant ce nombre impressionnant de cristaux, ils réalisent qu'ils sont dans le repère d'un rebelle. Réalisant qu'ils ont atteint leur objectif, ils se tiennent la main et entrent ensemble, et soudain un immense cercle magique apparaît, et en sort un hydre en CGI à petit budget. Elle attaque la première, chaque tête de l'hydre lançant une attaque magique différente. Mais Yua et Hajime ripostent avec leurs propres attaques qui infligent de lourds dégâts. Cependant, la tête de couleur blanche utilise son pouvoir pour guérir les autres têtes. Après avoir vu cela, il cible la tête blanche, mais lorsqu'il l'attaque, la tête jaune la protège et est instantanément guérie par la tête blanche. Alors qu'il continue d'attaquer l'hydre, Yua est touché par une tête noire de l'hydre, qui utilise rapidement son Tsukuyomi, ce qui fait que Yua se fige et se voit piégé comme avant avec Hajime, la laissant emprisonnée pour l'éternité. Yua crie de douleur et tombe à genoux pour être dévoré, mais Hajime la sauve, se retire et lance une grenade qui brûle l'hydre. Hajime se met à l'abri, voit Yua inconsciente et utilise son eau sacrée pour la réveiller. Encore secouée, Yua raconte à Hajime ce qu'elle a vu et combien cela l'a blessée. En voyant cela, Hajime puise dans son courage intérieur et embrasse Yua, ce qui lui donne des papillons dans le ventre.
Hajime assure Yua qu'ils vont gagner et rentrer ensemble, ce qui la fait sourire. Réalisant qu'ils ont besoin de plus de puissance de feu, Hajime sort la grosse artillerie et demande à Yua de le couvrir. Elle commence à attaquer l'hydre, ce qui est efficace, et lorsque la tête noire de l'hydre essaie le même tour, Yua se souvient du baiser et n'est pas affecté. Ensuite, il essaie de faire la même chose à Hajime, et bien qu'il revive son expérience terrifiante précédente où un monstre lui a attrapé le bras, il l'accueille avec un sourire et commence à tirer sur le serpent. Hajime sort son gros canon, le charge et tire sur la tête blanche de l'hydre ainsi que sur quelques autres. Cette attaque laisse 3 têtes restantes et derrière Hajime, Yua invoque plusieurs petites bombes spirituelles qui grillent le stupide lézard. Yua s'effondre et alors que Hajime s'apprête à célébrer, une tête d'hydre de plus se lève, semblant plus menaçante que les autres. Elle tire un éclair aveuglant. Katon Omaya vers Yua et Hajime saute devant elle pour la sauver. Alors que la poussière retombe, Yua ouvre les yeux indemnes, tandis que Hajime s'effondre devant elle avec un de ses yeux en moins. Yua boit rapidement de l'eau sacrée pour retrouver des forces et protège Hajime d'une autre attaque en invoquant un bouclier. Pendant que le serpent continue de lancer des attaques, Yua traîne Hajime à l'abri et lui fait boire de l'eau sacrée avec un baiser pour le guérir. La rafale d'attaque frappe leur abri et, désespéré, Yua lève le pistolet, embrasse Hajime et se transforme en John Wick, refusant de reculer. Yua esquive une attaque et tire sur le serpent, mais cela n'a aucun effet et énerve plutôt le serpent. Il vomit un autre Kamehameha sur Yua, la faisant tomber ainsi que le pistolet. Refusant d'abandonner, Yua essaie d'atteindre le pistolet et commence à pleurer en voyant le corps sans vie de Hajime. Pendant ce temps, Hajime peut entendre ses larmes et alors que le serpent lance une autre attaque sur Yua, Hajime la sauve juste à temps. Avec Yua dans un bras et un pistolet dans l'autre, Hajime fonce sur le serpent et dit à Yua de sucer son sang pour qu'il gagne. Pendant qu'elle suce, Hajime esquive et dans sa tête, il se souvient à quel point Yua s'est battu pour lui pendant qu'il était à terre et soudain il obtient un pouvoir qui lui donne un ultra-instinct. Après qu'elle ait fini de sucer, Hajime lui dit de le soutenir pendant qu'il se prépare. Puis Hajime charge de front, tirant sur le lézard, esquivant ses attaques. Ensuite, il tire sur le plafond et y place des grenades. Il tire ensuite sur les grenades qui font s'effondrer le plafond sur le serpent et utilise sa magie pour le poignarder avec des épines. Soudain, Yua invoque une gigantesque bombe spirituelle et la fait exploser sur le serpent, le grillant croustillant. Après l'attaque, Hajime s'effondre et avec un sourire sur le visage, Yua se couche sur lui et le serre dans ses bras pour célébrer leur victoire. De retour au royaume, la professeure, Eiko, se plaint à un supérieur d'avoir envoyé ses élèves à la guerre. Et pour contrer cela, il dit à Eiko qu'il ne forcera aucun de ses élèves à se battre s'ils ne le veulent pas. Au 60e étage, Kaori et les autres sont en mission d'entraînement, et tandis que Kaori pleure encore Hajime, Kuki utilise son poignet pour l'encourager à aller de l'avant. Mais d'autres l'interrompent et l'encouragent correctement. Après leur bataille avec l'hydre, Hajime se réveille dans un lit paisible et à côté de lui se trouve Yua, qui s'accroche à lui, refusant de le lâcher jusqu'à ce que Hajime électrocute ses complots. Yua se réveille et le serre dans ses bras, soulagé de voir qu'il va bien. Elle lui dit qu'ils sont dans l'antre du Maverick après que la porte se soit ouverte toute seule et elle le traîne sur le lit. Réalisant que son énorme intrigue est dévoilée, il lui demande pourquoi ils sont dans leur costume d'Adam et Ève et elle lui dit qu'elle l'a nettoyé comme les chats nettoient leurs petits. Ensuite, ils mettent des vêtements et se promènent en profitant de ce bel endroit. Ils arrivent à une grande maison et trouvent un bain géant. Et tandis que Yua veut prendre un bain ensemble, Hajime préfère se baigner seul. À l'intérieur de la maison, ils continuent à regarder autour, et bien que la plupart des pièces soient verrouillées, ils en trouvent une ouverte. À l'intérieur se trouvent les restes d'un Maverick sur son trône, et il y a aussi un grand cercle magique. Hajime marche dessus, ce qui active la magie qui lui donne les souvenirs du Maverick et réveille son âme. Le Maverick mort se présente comme Oscar, le créateur du labyrinthe qui est appelé un libérateur, pas un Maverick. Il explique qu'il n'est qu'un enregistrement qui veut leur laisser un message sur pourquoi les libérateurs ont combattu contre les dieux. Pendant ce temps, Cookie et la bande atteignent à nouveau le niveau 65, et là, ils se retrouvent face au même monstre qui les a violés et a battu Hajime, le Behemoth. Alors que Meld est tendu après ce qui s'est passé auparavant, Shizuku et Cookie sont confiants que cette fois-ci, le résultat sera différent. Tout le monde est motivé, et Kaori agit comme un héros et promet qu'il n'y aura plus de morts. Cookie attaque en premier, et avec tout le monde pour se soutenir, il crée une formation de combat qui impressionne Meld. Ensuite, ils attaquent, en retenant sa puissance en le maintenant immobile, en coupant ses cornes, et Cookie porte le coup final, tandis que Kaori agit en tant que soutien. Soudain, le monstre fait repousser sa corne et saute haut pour cibler les squads de soutien. Mais Suzu invoque rapidement une barrière pour arrêter la bête, et quand elle a du mal, Kaori lui donne un coup de pouce pour renforcer la barrière, ce qui renverse le monstre, le rendant vulnérable pour que le groupe attaque. Le monstre meurt entre leurs mains, et tandis que le groupe célèbre leur victoire, Kaori n'est toujours pas remise de la mort de Hajime.
Retour à Hajime. Yua. Oscar lui dit qu'il donnera à Hajime son pouvoir pour l'utiliser contre le mal et lui souhaite le meilleur. Soudain, Hajime a l'impression que sa tête explose et dit à Yua que leur objectif n'a pas changé et c'est de rentrer chez eux. Il lui dit qu'il possède maintenant une magie de création ancienne qui peut ajouter de l'énergie à des minéraux bruts, leur donnant des qualités spéciales. Avec sa nouvelle compétence, Hajime veut l'enseigner à Yua. Et bien qu'elle soit hésitante, Hajime la charme pour qu'elle veuille apprendre. Après quelques heures, Yua dit qu'elle a du mal à l'utiliser et Hajime déclare que cela ne correspond tout simplement pas à sa constitution. Ensuite, il se débarrasse du squelette d'Oscar en le transformant en engrais et trouve la salle de recherche d'Oscar. Là, il découvre un moyen de remonter à la surface en utilisant l'anneau d'Oscar et le cercle magique. Yua lui montre un autre livre et à l'intérieur, il est écrit que d'autres labyrinthes ont leurs propres libérateurs qui lui donneront une magie ancienne différente. Et avec cette information, Hajime a l'idée que l'une de ces magies les ramènera, lui et Yua, chez eux. En utilisant la bague d'Oscar, il trouve plus de salles avec diverses ressources en abondance. Et Hajime dit à Yua qu'il devrait rester ici un moment pour faire des préparatifs avant de se diriger vers la surface. Ensuite, Hajime prend un bain seul, mais Yua se joint à lui. Bien que Hajime s'oppose à son action, elle s'en moque et lui montre ses plans, ce qui réveille Hajime dans son basilic. Et quand Hajime essaie de s'échapper, Yua l'arrête avec ses formes généreuses et l'applaudit. Plus tard, Hajime se crée un nouveau bras et diverses choses, y compris un faux œil et un cache-œil. Il continue de fabriquer des armes et des équipements comme s'il était dans Minecraft, tout en appréciant la cuisine de Yua. Enfin, il crée une bague et la met à Yua, ce qui fait d'elle la vampire la plus heureuse du monde. Ensuite, ils se tiennent dans le cercle magique, entièrement préparé et rempli de viande de monstres. Hajime avertit Yua que ses armes et sa magie causeront des problèmes avec les gens à la surface, et même avec les dieux, les mettant eux contre le monde. Mais Hajime assure Yua que tant qu'ils ont l'armure scénaristique et l'un l'autre, ils peuvent faire plier le monde entier devant eux. À la surface, un lapin à fourrure épaisse et pleine d'intrigues rôde, attendant quelqu'un quand un T-Rex à 2 têtes apparaît, la fait peur et la poursuit. Elle grimpe pour éviter le lézard, mais ensuite un cercle magique apparaît et explose tout. Et de là sortent Yua et Hajime. Juste au moment où Hajime et Yua célèbrent leur arrivée à la surface, la fille lapin court vers eux avec excitation, disant qu'elle les a attendus, ce qui confond Hajime et Yua. Alors que le couple veut l'ignorer parce qu'elle est une lapine agaçante, elle s'accroche à Hajime et le supplie de sauver sa famille. Hajime refuse de l'aider car il ne la reconnaît pas, et quand elle essaie de l'attirer avec ses intrigues, Hajime est dégoûté. Soudain, le lézard stupide à 2 têtes revient, effrayant la fille à lapin. Mais comme un vrai dur, Hajime se sent insulté par sa présence et l'abat facilement avec ses armes. Voyant à quel point il est fort, la fille lapin se présente comme Shia et supplie désespérément Hajime d'aider sa famille tout en s'accrochant à ses pieds. Après avoir vu son désespoir, Hajime accepte de l'écouter et lui tape sur la tête pour avoir utilisé sa robe pour essuyer ses larmes. Shia déclare qu'une fille mignonne comme elle ne devrait pas être frappée, mais Hajime la taquine en disant que Yua est plus mignonne. En entendant cela, Shia sort ses gros atouts de scénario plus épais, comparés au carton de Yua, ce qui trouble Hajime et énerve suffisamment Yua pour qu'elle invoque une tornade. Suite à cela, Yua explique que contrairement à ses compagnons hommes-bêtes, elle peut manipuler le mana. Et l'une de ses compétences est la vision du futur, qui lui permet de voir l'avenir. Et après l'avoir utilisée, elle a vu que Hajime et Yua apparaîtraient ici, et qu'ils peuvent sauver sa race. Hajime refuse et invoque une moto pour partir, malgré les supplications de Shia pour leur aide. Mais quand Hajime demande une récompense, Shia ne peut que rester silencieuse. Avec sa vision du futur, Shia sait qu'il se dirige vers le grand arbre pour le labyrinthe là-bas, et les avertit qu'il est entouré d'un brouillard qui peut aveugler les sens. Et elle propose de les accompagner en tant que natif de l'endroit. Soudain, Yua accepte de la prendre comme guide touristique, ce qui fait sauter Shia de joie et se faire geler par Yua, qui n'est pas intéressé par ses câlins. Puis, au village des Furies, une petite furie stupide manque de se faire manger par un dragon, mais est sauvée par un coup de feu. De loin, Shia crie à son peuple qu'elle a leur héros. Et quand Hajime vise les dragons, Shia le dérange avec ses plans, ce qui l'agace tellement qu'il la transforme en appât et la lance vers les dragons pour pouvoir tirer précisément sur ces fichus lézards. Et après avoir atterri, elle demande à Hajime de la traiter plus doucement. Pendant quelques jours, Hajime et Yua restent avec eux pour tuer des monstres, tandis que Shia explique comment, à cause de ses pouvoirs, elle est destinée à mourir de la main de ses compagnons hommes-bêtes, ce qui pousse toute sa tribu à l'abandonner pour éviter ce destin. Ensuite, ils installent le camp avec les elfes pour protéger leurs compagnons lapins, et après avoir vu à quel point Hajime est capable, Shia demande à le rejoindre dans son voyage. Après cela, les lapins demandent à Hajime de les entraîner pour devenir plus forts, alors ils commencent leur propre montage d'entraînement. Mais au lieu d'impressionner, ils montrent encore et encore à quel point ils sont pacifistes. Ils s'attendrissent devant de jolies fleurs, alors Hajime marche sur la fleur et leur dit de chasser des monstres.
Puis, comme tous les autres lapins, Shia devient plus forte et se rapproche de toucher Yua lors de son entraînement. Et juste au moment où elle pense la voir, Yua la met KO d'un coup éclair, mais cela montre à quel point Shia a progressé. Hajime apparaît, demandant un rapport, et Yua approuve la capacité de Shia à se battre. Puis Hajime demande pourquoi elle veut rejoindre son voyage, et Shia répond qu'elle veut être avec lui et avoir ses bébés, ce qui choque Hajime et met Yua en colère. Les autres lapins apparaissent, plus musclés que jamais après leur entraînement et plus enragés, montrant à Hajime à quel point ils ont changé. Ensuite, ils emmènent Hajime au grand arbre. Et là, Hajime trouve une entrée vers un autre labyrinthe qui a le même cercle magique que celui d'Oscar. Ils utilisent l'anneau d'Oscar et cela illumine une écriture, et là, ils découvrent qu'ils doivent franchir les 4 autres labyrinthes pour pouvoir rentrer chez eux. Hajime se fixe pour objectif ces labyrinthes et fait ses adieux à ses camarades lapins, et quand ils le supplient de les laisser le suivre, Hajime leur dit de rester et de devenir plus forts, ce qui les encourage. Après avoir vu ce grand moment, Shia se souvient d'un moment avec sa mère quand elle a pleuré à cause de ses pouvoirs, l'effrayant et faisant que les autres la voient comme un monstre. Cependant, au lieu de simplement réconforter sa fille, elle dit à Shia que bien qu'être différente soit terrifiant et solitaire, il y a aussi des choses qu'elle seule peut faire parce qu'elle est différente. Et un jour, elle promet à Shia qu'elle trouvera d'autres personnes qui sont différentes, tout comme elle. Aujourd'hui, Shia les trouve en Hajime et Yua, et elle dit à Yua de tenir sa promesse de la laisser venir avec eux, ce à quoi Yua accepte à contre-cœur. Yua parle à Hajime de sa promesse, et après qu'il accepte, Shia dit à Hajime qu'elle sent qu'elle peut changer son avenir quand elle est avec lui. Et même après que Hajime ait averti que son monde sera obsédé par ses oreilles poilues, Shia les affronte volontiers, rejoignant ainsi son voyage pour rentrer chez lui. Quelques jours plus tard, ils retournent à l'endroit où ils se sont rencontrés car Hajime pense qu'un autre labyrinthe est à proximité. Par pure chance, Shia le trouve. Et de nulle part, une voix les accueille dans le labyrinthe de Mileti Reizen, un libérateur. Alors qu'ils cherchent une entrée, Shia trouve par chance une porte secrète, et à l'intérieur, ils sont accueillis par des pièges, ce qui fait que Shia se mouille. Mileti commence à se moquer d'eux à travers une tablette de pierre, et par colère, Shia la frappe. Mais Mileti leur dit que les tablettes de pierre repousseront. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Hajime marche sur un piège, déclenchant un piège à la Indiana Jones avec des boules massives. Et tandis que Yua ne peut pas utiliser sa magie pour le contrer, Shia intervient et surpasse les boules avec son énorme maillet. Il rencontre d'autres pièges, et chacun d'eux viole Shia plus que les autres, la mettant dans des situations délicates et éclatant de la substance blanche sur son visage. Et après quelques heures de ces violations, ils retournent d'une manière ou d'une autre dans leur première pièce et doivent maintenant tout recommencer. Après plusieurs heures de pièges et de violations de goût blanc, Hajime et les filles atteignent une salle immense remplie d'armures. Désireux de voir Shia en action, Hajime et Yua encouragent Shia à se déchaîner pendant qu'ils la soutiennent. Avec le pouvoir de l'amitié à ses côtés, Shia commence à balancer son maillet tandis que Hajime commence à tirer. Et quand Shia tombe face à l'ennemi, Yua la couvre comme promis, lui disant de faire mieux. Et après une séance de coups de poing sur les armures, Shia ouvre la porte et ils s'échappent. Ce qui les attend à l'intérieur est une île flottante et une armure de la taille du Mobile Suit Gundam. Il lui demande où se trouve le vrai Mileti, car ce qui est écrit dans les notes d'Oscar, c'est que Mileti est un humain et est déjà mort. Mais l'armure leur assure qu'elle est Mileti. Elle demande à Hajime pourquoi il veut la magie ancienne, et il explique qu'il a besoin de la magie de transport entre les mondes pour faciliter son retour chez lui. Et quand il demande à Milady si elle a la magie qu'il cherche, elle dit à Hajime de glisser sous la douche. Hajime tire avec son bazooka et dit aux filles de viser le noyau. Shia frappe l'armure avec son marteau, la fissurant, et Hajime saute sur sa poitrine pour tirer là où c'est fatal. Cependant, l'armure a une couche de défense puissante, et alors qu'ils sont distraits, Shia détecte une attaque au-dessus. Les filles s'accrochent à Hajime et il esquive les plateformes qui tombent pour éviter d'être écrasé. Juste au moment où Milady pense avoir gagné, Hajime se téléporte instantanément derrière elle, la distrayant de Yua qui tire des lasers sur l'armure, ouvrant un trou. Et Hajime s'y accroche avec un grappin et tire directement sur le cœur, provoquant son effondrement. Yua le gèle pour le maintenir immobile afin que Hajime puisse sortir son énorme perceuse et percer l'armure, atteignant le milieu. Alors que la perceuse s'attache au noyau, Shia se jette dessus et frappe la perceuse comme enfonçant un clou dans un cercueil, touchant son noyau. Le Gundam perd et Yua demande à Shia de se pencher pour qu'elle puisse lui donner les puissantes caresses sur la tête, ce qui fait pleurer Shia. Soudain, Milady recommence à parler en utilisant le reste de ses pouvoirs et avertit Hajime que les autres libérateurs seront encore plus impitoyables, car ils savent tous qu'un jour, Hajime deviendra celui qui tuera le dieu de ce monde. Alors que le géant perd lentement son pouvoir, l'âme de Milady s'envole et elle souhaite bonne chance à Hajime.
Cependant, Milady est toujours en vie et tout ce qu'elle vient de faire n'était qu'un jeu pour elle. Et tandis que Shia agit de manière mignonne en ressemblant à un tofu bon marché, Hajime et les filles n'étaient pas contentes et Shia va la frapper. Ensuite, elle donne à Hajime la magie de la gravité, mais elle dit à Hajime que contrairement à lui ou Shia, Yua est parfaitement adapté à la magie de la gravité. Bien que Milady donne à Hajime son anneau de libérateur, il en veut plus et la secoue pour qu'elle laisse tomber son trésor, que Hajime vole avec joie. Voulant qu'il quitte dans son antre, Milady tire le levier et inonde toute la pièce, les forçant à quitter son labyrinthe et leur souhaitant bonne chance. L'eau les emmène à la surface, mais Shia est assommé après s'être noyé. Alors Hajime l'embrasse pour lui donner de l'air. Et tandis que Yua est énervé, Shia saisit l'occasion et tente un baiser à la française avec Hajime, ce qui le met en colère. Plus tard, ils réservent une chambre dans un complexe, et pendant que les deux filles se disputent pour savoir qui va casser le lit avec Hajime, Shia crie qu'elle va dévorer son glizzy, ce qui attire l'attention de tout le monde dans la pièce, embarrassant Hajime. Le lendemain, il rencontre Chong, le chef de la guilde des aventuriers, et après avoir entendu parler de ce groupe de 3, il a besoin de leur aide pour retrouver une personne disparue. Chong explique que Will Kudeta, le fils du comte Kudeta, qui est une personne influente, a disparu. Chong ajoute que Will fait partie d'un groupe puissant, mais lors d'une mission, ils ne sont jamais revenus, ce qui suscite des soupçons sur la puissance de l'ennemi qu'ils ont rencontré. C'est pourquoi Chong veut que le groupe de Hajime s'occupe de l'ennemi et sauve Will. Hajime rejette sa demande car il a ses propres objectifs à atteindre. Mais Chong lui fait une offre. Si Hajime a des problèmes avec la guilde, Chong l'aidera à les résoudre. Malgré cette offre alléchante, Hajime ajoute 2 autres demandes. Que Chong leur fasse des plaques de statue et qu'il fera tout ce qu'ils disent s'ils ont besoin de quelque chose, ce à quoi Chong accepte volontiers. Quelques jours plus tard, Hajime et les filles se dirigent vers l'endroit où Will a été vu pour la dernière fois. Mais Hajime est excité par autre chose, et c'est qu'avant d'atteindre leur destination, il y a un village appelé Ur qui a des rizières. Et après des mois à manger de la viande de monstre, il veut plonger son visage dans un bol de riz. Dans ce village, la professeure Aiko et certains élèves aident les villageois à planter des cultures. Puis, Aiko et les élèves se rassemblent pour manger ensemble dans un restaurant. Mais comme Aiko est contre l'idée que ses élèves partent au combat, elle s'inquiète pour Cookie et les autres. Cependant, les élèves présents la rassurent en lui disant qu'ils iront bien. Le propriétaire du restaurant apparaît l'air bouleversé et, lorsqu'on lui demande, il explique qu'ils ne pourront plus manger les plats sur leur table car des monstres apparaissent dans les montagnes, arrêtant les marchands d'épices. Il ajoute qu'un groupe puissant y a été envoyé dirigé par Will, mais après leur disparition, tout espoir semblait perdu jusqu'à ce que Chong envoie un autre groupe pour s'en occuper. Juste au moment où ils en parlent, le groupe passe, bruyant et tapageur, dirigé par Hajime. Ils reconnaissent la voix et Aiko court vers lui, réalisant que c'est son élève, Hajime. Au début, Hajime la reconnaît, mais il essaie rapidement de faire croire qu'Aiko s'est trompée de personne. Mais elle insiste que Hajime est le Hajime qu'elle connaît et lui demande ce qui lui est arrivé. Yua en a assez et dit à Aiko de se calmer. Et après qu'Aiko se soit calmée, Hajime avoue qu'il est le Hajime qu'elle connaît. Suite à cela, Hajime choisit simplement de l'ignorer et de parler de pourquoi Saitama n'est pas à la hauteur de Goku, mais Aiko s'énerve et demande qui sont les filles. Yua et Shia se présentent comme les mamans des bébés de Hajime, ce qui choque tout le monde et énerve Hajime, car il ne voit pas Shia comme une partenaire potentielle. Mais elle rétorque et raconte comment Hajime lui a volé son premier baiser. En entendant cela, Aiko passe en mode Karen et gronde Hajime pour avoir commencé son propre harem. Pendant que Hajime mange, Aiko commence à lui poser plusieurs questions pour savoir ce qui lui est arrivé, mais il continue de lui répondre avec la tempête de sable impoli. Soudain, un chevalier blond nommé David frappe la table et commence à biper Hajime pour son impolitesse et montre son racisme en disant à Shia qu'elle devrait couper ses oreilles de lapin et manger de la terre comme de vrais lapins. David tourne son attention vers Yua, mais alors qu'il s'apprête à l'insulter, il est abattu par Hajime et son armure se fissure sous l'impact de la balle. Tandis que Hajime continue de manger derrière lui, Yuka le fixe et se souvient de quand Hajime l'a sauvé dans le labyrinthe. Après avoir fini de manger, Hajime déclare haut et fort à tout le monde qu'il ne se soucie plus d'eux et qu'il ne veut plus qu'ils s'impliquent. Tout ce qu'il demande, c'est de se retirer de son chemin où ils finiront comme David dans son armure. Voyant que Shia est sombre, Hajime essaie de lui remonter le moral, mais Shia explique qu'elle est choquée que les humains n'aiment pas ses oreilles de lapin. Yua intervient et déclare que ses oreilles sont mignonnes, ce qui rend Shia heureuse. Et quand elle demande si Hajime pense la même chose, Hajime dit non, ce qui rend Shia de nouveau triste. Cependant, Yua dénonce Hajime et dit à Shia que Hajime lui a caressé les oreilles quand elle dormait, ce qui fait que Shia commence à s'agiter et veut avoir les bébés de Hajime. Puis, alors que le groupe part, Aiko promet qu'elle les ramènera tous à la maison, tandis que Yuka regrette de ne jamais avoir remercié Hajime de l'avoir sauvé. Dans sa chambre, Aiko parle à haute voix de Hajime et de ses muscles virils, mais Hajime se téléporte là pour pouvoir lui parler en privé, ce qui choque Aiko.
Ensuite, ils boivent du thé et Hajime explique à Eiko pourquoi il ne revient pas vers elle. Il dit à Eiko la vérité sur la guerre entre les races et comment pendant la bataille, certaines personnes voulaient la paix et pendant leur recherche de paix, elles ont découvert que leur dieu était le marionnettiste qui manipulait les humains comme des jouets et les faisait aller à la guerre juste pour son amusement. Ces personnes sont appelées les libérateurs qui veulent libérer le monde de ce dieu maléfique. Mais avant qu'ils ne puissent le faire, Dieu les rend ennemis de l'Église, poussant l'humanité à les traquer, ne laissant que quelques libérateurs vivants qui s'enfuient et construisent leur propre labyrinthe pour se protéger. Hajime dit à Eiko qu'il veut juste rentrer chez lui et qu'il doit franchir les labyrinthes pour y parvenir, ne se souciant plus d'elle ni d'aucun de ses amis. Cependant, Eiko lui dit que Kaori n'a jamais abandonné, refusant de croire à la mort de Hajime tant qu'elle n'a pas vu le corps elle-même. Eiko dit à Hajime que Kaori et les autres deviennent plus forts, mais au lieu d'être heureux, Hajime demande à Eiko d'avertir Kaori et les autres de la vérité sur sa mort, et comment un de ses élèves a intentionnellement dirigé sa magie sur lui, et que Kaori et les autres devraient aussi faire attention. Et après avoir entendu cela, Eiko est effrayé. Cependant, le lendemain, Eiko et ses élèves se présentent à Hajime pour lui offrir leur aide en le rejoignant dans son voyage à cheval. Hajime sort sa moto et leur dit qu'ils ne peuvent pas le suivre, mais Eiko s'approche de lui et demande à Hajime de lui en dire plus sur ce qui s'est passé. Après avoir vu ses supplications, Hajime cède et accepte de les laisser le rejoindre. Et quand il demande comment ils peuvent tous tenir sur sa moto, Hajime invoque sa voiture pour qu'ils puissent tous y entrer et le rejoindre dans son voyage. Pendant le trajet en voiture, Eiko exprime ses inquiétudes au sujet de son élève, Shimizu. Mais après que Hajime la charme pour la calmer, Eiko s'endort et se penche sur lui. En voyant cela, Yua et Shia deviennent jalouses et disent qu'elles veulent le même traitement. Après quelques heures, ils arrivent et Hajime envoie ses drones de localisation humaine. Et avec eux, ils détectent des restes d'armes et d'équipements. Toutes les armes sont brûlées. Et à côté de la scène de crime se trouve un cratère gigantesque laissé par l'empreinte d'une bête. Ils montent la montagne à la recherche d'indices et finissent par trouver une cascade. Hajime ressent une présence humaine derrière la cascade et ordonne à Yua de fendre l'eau comme si elle était Moïse. Ensuite, ils entrent et trouvent un homme endormi, alors Hajime le réveille d'une pichenette et découvre qu'il s'agit de Will Kudeta. Il explique que son équipage a été acculé et attaqué par un dragon noir. Et soudain, Will commence à pleurer et à demander pourquoi il est heureux d'être en vie alors que tous ses amis sont morts. Voir cet homme pleurer met Hajime en colère et il réprimande Will pour cela, lui disant qu'être heureux d'être en vie est une bonne chose et qu'il devrait vivre pleinement pour honorer ses camarades tombés. Alors qu'ils rentrent chez eux, ils ressentent une présence puissante et soudain le dragon noir apparaît et manque d'emporter Will si Hajime n'était pas intervenu. Le dragon charge son souffle puissant et Hajime réagit rapidement, invoquant un bouclier et protégeant tout le monde du souffle du dragon. Yuka intervient et aide Hajime à tenir son bouclier. Et pendant que le dragon est distrait, Yua lance une bombe spirituelle sur le dragon, ouvrant un espace pour que Shia le frappe avec son marteau. Juste au moment où il pensait avoir gagné, le dragon se relève indemne, et lorsque Shia essaie d'attaquer à nouveau, le dragon la projette vers la rivière. Hajime commence à tirer, mais le dragon ne vise que Will, et Yua bloque l'attaque. Alors que les autres essaient d'aider, Hajime leur dit de reculer pour ne pas le gêner et ordonne à Yua de les protéger tous, ce qu'elle fait. Sans distraction, Hajime se met au travail, tirant sur le lézard stupide et contrant le souffle du dragon avec son énorme fusil. Hajime commence à malmener ce dragon, lui donnant des coups dans le ventre et lui lançant des grenades, suivis de coups de feu qui abattent le dragon. Puis Hajime frappe le dragon dans les airs, et quand il redescend, il place sa massive machine de forage dessus pour en finir. Mais le dragon se tortille pour échapper à la mort et vise à nouveau Will. Depuis la rivière, Shia se jette sur le dragon et commence à le frapper avec son marteau, le mettant à terre. Voyant le dragon endormi, Hajime enseigne aux filles une leçon précieuse. Il faut frapper un dragon là où il est sans défense. Alors Hajime prend une énorme tige et la pousse dans sa région inférieure. Soudain, le dragon pousse des cris joyeux comme une fille, choquant tout le monde. Mais au lieu de s'arrêter, Hajime pousse encore plus loin pour le faire parler. Le dragon avoue qu'il est en réalité un humain qui est un Dragonborn et elle supplie Hajime de le retirer avant qu'elle ne redevienne normale et ait une énorme tige dans sa région inférieure. Yua lui pose une question, et quand elle ne répond pas, Hajime frappe à plusieurs reprises la tige plus profondément avec le Johnny-Sin spécial, disant à ce lézard de ne plus jamais manquer de respect à Yua. Hajime commence à le pousser dedans et dehors, faisant pleurer le dragon de larmes de plaisir, et demande au dragon comment elle peut encore être en vie alors que les autres Dragonborn sont morts. Le dragon pousse un cri aigu, suppliant Hajime d'arrêter, et les autres regardent avec dégoût. Puis le dragon explique que depuis son village caché, elle part en mission pour enquêter sur les êtres d'un autre monde. Mais lorsqu'elle fait une sieste dans les montagnes, un sorcier en robe noire lui lance un sort de contrôle mental, lui ordonnant de cibler Will et son équipage. Même après son explication, Will refuse de la croire, l'accusant de mentir.
Mais Yua, qui est une vampire de 300 ans, assure à Will qu'à travers les âges, les Dragonborn sont connus pour être trop fiers pour mentir. Le dragon promet qu'elle fera face à toutes les conséquences qui l'attendent, mais leur demande de les retarder pour qu'elle puisse arrêter le sorcier de rassembler ses monstres, Ekeer, causant plus de mal. Cependant, Hajime rejette sa proposition et lui demande de simplement mourir. Mais avant que Hajime ne fasse quoi que ce soit, Yua l'arrête et convainc Hajime que le dragon n'est pas leur ennemi. Après avoir entendu cela, le dragon supplie Hajime de le retirer car elle ne veut pas mourir avec un bâton coincé dans sa région inférieure lorsqu'elle redevient humaine. Suite à cela, Hajime commence à le retirer, remuant ses entrailles, tandis qu'elle émet des bruits forts et joyeux. Ensuite, le dragon se transforme en une femme espiègle et joueuse. Elle remercie Hajime pour la sensation inoubliable d'une énorme tige. Elle se présente ensuite comme Tio et les informe que le sorcier à la robe noire vise à utiliser ses monstres pour attaquer la ville. Hajime utilise son drone et voit qu'ils sont 60 000 à marcher vers la ville. Et bien qu'il pense qu'Hajime peut gérer les monstres, il refuse et veut seulement accomplir sa mission de sauver Will. Hajime leur dit d'avertir la ville de ce qui arrive, mais Tio commence à agir de manière suspecte après avoir épuisé son mana et utilise ses ruses pour qu'Hajime la porte. Agacé, Hajime laisse tomber Will et traîne Tio par terre. Et au lieu de la douleur, Tio apprécie la sensation comme une autre croisée blonde de Konosuba. Après que Hajime ait terminé la mission, Aiko demande à Hajime d'aider à protéger la ville du sorcier à la robe noire et de son armée. Entendre sa demande surprend Hajime car il voit toujours Aiko comme une enseignante qui protège toujours ses élèves avant de sauver des civils. Et Aiko lui dit qu'elle s'est attachée aux gens de ce monde et ne veut pas qu'Hajime se mette à l'écart du reste du monde. Hajime lui dit que ces méthodes peuvent être quelque chose qu'elle n'aime pas, mais Aiko promet qu'elle sera toujours son enseignante malgré ses actions. Après cela, Hajime commence ses préparatifs, construisant des murs de défense, évacuant les femmes et les enfants de la ville et même nourrissant les personnes qui restent pour aider. Après quelques heures, le mur est terminé, et tandis qu'Aiko est à côté de Hajime, il peut voir qu'elle est inquiète. Alors Hajime la rassure en lui disant que tout ira bien et qu'ils reviendront sains et saufs. Plus tard dans la nuit, tandis que Hajime attend l'arrivée des ennemis, Yuka, toute nerveuse, le remercie pour ce qu'il a fait auparavant et promet qu'elle lui rendra la pareille dans cette bataille. Mais Hajime lui répond simplement de manière froide. Alors qu'elle part, Hajime dit à Yuka de ne pas mourir, ce qui la fait sourire et la motive pour le combat. Soudain, Hajime interpelle Tio qui se cache derrière un arbre, lui demandant pourquoi elle rôde. Tio demande à Hajime de lui accorder un peu de temps, car elle veut lui demander quelque chose. Mais Hajime ignore simplement Tio comme si elle n'était pas là. Au lieu d'être frustré, Tio se sent en fait ravi et commence à pousser des petits cris de joie, ce qui pousse Hajime à lui prêter attention. Ensuite, Tio demande à Hajime de la laisser rejoindre son voyage par la suite, mais il la rejette, ce qui rend Tio encore plus dépravé. Elle dit à Hajime qu'elle l'appellera soit maître soit papa à partir de maintenant et le supplie de la regarder pendant le combat à venir. Quelques instants plus tard, les ennemis apparaissent devant eux. Et alors qu'ils se préparent pour la bataille, Hajime a encore une chose à sortir concernant Aiko. Il se tourne vers les habitants de la ville et leur fait un discours dont Erwin Smith serait fier. Il leur dit que Hajime et son équipe ont été envoyés par une déesse qui a été parmi eux, envoyée par les cieux, et affirme que la déesse a été Aiko tout ce temps, tandis qu'Aiko est confuse quant à ce qui se passe. Hajime affirme qu'avec Aiko de leur côté, la victoire est garantie. Et il le prouve en montrant le pouvoir que la déesse Aiko lui a donné, en invoquant son fusil et en tirant sur les monstres volants, en éliminant plusieurs à la fois, ce qui fait que les gens se réjouissent au nom d'Aiko. Puis, comme les Power Rangers, Hajime et les filles posent et exhibent leurs armes de prédilection. Et tandis que les autres ont l'air cool, Tio salivait devant la bague que Hajime lui a donnée, pensant qu'il veut qu'elle ait ses bébés. Cependant, Hajime dit à Tio de la lui rendre après qu'elle ait utilisé son pouvoir de dragon avec la bague pour leur apporter la victoire. Puis ils commencent à tirer avec leurs balles et explosions, envoyant ces monstres directement se détendre avec Ace. Avec la bague, Tio utilise ses pouvoirs de dragon et envoie un violet creux sous stéroïdes sur ces monstres, combiné avec Yua, qui cosplay Laxus, les électrocutant et leur lançant un petit soleil. Alors que la bataille continue et qu'Hajime tire avec son pistolet Gatling aux côtés de Shia et son bazooka, Tio manque de puissance et perd sa bague, tandis que Yui approche de sa limite. Hajime invoque sa moto, et avec Shia sur son dos et Yui invoquant un dragon de foudre, Hajime fonce à toute vitesse sur les monstres, tout en commandant à Shia de viser le cerveau pour désactiver les monstres. Avec le pouvoir de l'armure scénaristique de leur côté, Hajime élimine ses sbires avec son revolver, tirant des balles en pleine tête et les bombardant de grenades, aux côtés de Shia, qui les frappe comme si elle jouait à la taupe. Puis Hajime trouve le sorcier, et quand le sorcier est effrayé par Shia, Hajime l'assomme d'un coup de feu.
Mais quand il s'approche du sorcier, il découvre quelque chose de sinistre. Le lendemain, Hajime ramène le sorcier aux autres, et Eiko est choqué de voir qu'il s'agit de son élève, Shimizu. Comme un super vilain, Shimizu déclare fièrement qu'il fait cela pour prouver qu'il est un incroyable sigma au démon, plutôt qu'un perdant bêta pour les humains. Shimizu avoue qu'il a rencontré un démon et a conclu un contrat avec lui, disant à Shimizu d'effacer Eiko de l'existence. Mais il est furieux que son armée soit anéantie, et il pointe Hajime du doigt, lui demandant quel genre de protection scénaristique il a, et Hajime dit simplement à Shimizu de s'améliorer, perdant. Malgré tout ce qu'il dit, Eiko espère que son discours à la Naruto fonctionnera. Elle demande à Shimizu d'ouvrir les yeux et de redevenir son élève. Juste au moment où elle pense avoir réussi, Shimizu la retient et menace de lui planter une aiguille empoisonnée dans le cou, exigeant qu'Hajime lui donne toutes ses armes et ses deux femmes pour qu'il puisse les applaudir. Soudain, Shia saute pour sauver Eiko, et un laser les frappe, ainsi que Shimizu en même temps. Cela vient d'un tiers, et Hajime tire sur le coupable avec son arme, mais le coupable parvient tout de même à s'échapper. Hajime se précipite vers Eiko, boit son eau sacrée et la transfère à Eiko bouche à bouche avec un peu de langue pour guérir la blessure d'Eiko. Pendant ce temps, Shimizu supplie Eiko de le sauver. Et même quand Hajime remet en question son intention, Eiko croit que Shimizu peut revenir du bon côté. Shimizu commence à supplier Hajime de le guérir, plaidant qu'il lui est maintenant loyal. Mais au lieu de le sauver, Hajime plante 2 balles de plus dans Shimizu, l'envoyant rencontrer Hades. En larmes, Eiko exige qu'Hajime explique pourquoi il a fait ce qu'il a fait, et il dit simplement à Eiko qu'il déteste Vinland Saga et que Shimizu est son ennemi. Ils partent, et le lendemain dans la voiture, Will interpelle Hajime, car ils savent tous les deux que Shimizu serait mort de toute façon sans se faire tirer dessus, et ils réalisent tous que Hajime a été gentil avec Eiko en faisant porter la mort de Shimizu sur ses mains et non sur celle d'Eiko, afin qu'elle puisse continuer à être la grande enseignante qu'elle a toujours été. Quelque part dans les égouts, un commerce d'esclaves a lieu, et parmi les esclaves se trouve une mignonne aux cheveux bleus attachée à une corde, appelant sa maman. De retour en ville, Will retrouve Chong, et avec la mission terminée, Hajime demande à Chong une assiette supplémentaire pour leur nouveau membre, Tio. Ensuite, il reste dans une chambre d'hôtel, et tandis que Shia exige que Hajime lui fasse visiter la ville, Hajime reste silencieux et regarde par la fenêtre. Dehors, quelques personnes suivent Hajime et son groupe, mais Hajime les a déjà remarqués et n'est pas du tout inquiet, qu'il s'agisse de simples figurants ou de Goku lui-même. Tio s'endort et dans son cauchemar, elle est avec son père, qui lui dit qu'ils doivent vaincre leur véritable ennemi, Dieu. Il promet à Tio qu'un jour, un être viendra avec la capacité de vaincre Dieu et lui dit de continuer à vivre. Puis, des années plus tard, Tio rencontre son aîné, qui l'informe que Dieu a convoqué des êtres d'un autre monde. Et se souvenant de ce que son père a dit, elle veut les enquêter elle-même, et dit aux aînés que les choses sont sur le point de changer. Dans son sommeil, Tio se tortille de bonheur, tandis que Yui la fouette pour la réveiller. Pendant ce temps, Hajime et Shia font du tourisme en ville et entrent dans un aquarium. Là, ils rencontrent un poisson à l'apparence de Chad avec une mâchoire ciselée nommée Lemon, qui peut parler. Lemon demande à Hajime comment il peut détecter les monstres, et il répond que c'est parce qu'il les a mangés. Ensuite, ils partagent des histoires et des larmes où ils se lient comme des potes. Shia demande à Hajime de continuer leur rendez-vous, et voyant son pote piégé, Hajime libère Lemon dans le lac pour être le poisson le plus cool de la mer. Avant de partir, Lemon leur donne des informations sur une petite sirène qui a été capturée pour être vendue comme esclave et avertit Shia qu'elle pourrait être une cible. Au marché, Tio et Yui bavardent sur le rendez-vous de Shia avec Hajime. Et tandis que Tio essaie de provoquer Yua en lui disant qu'elle est en deuxième position, Yua affirme qu'elle ne s'inquiète pas pour cette garce poilue. Pendant ce temps, Hajime et Shia font de même, bavardant à propos de Tio, et ils conviennent tous les deux que malgré son côté dégénéré, ils sont heureux que Tio fasse partie de leur groupe. Soudain, Hajime s'arrête et dit à Shia qu'il détecte de petites créatures faibles en dessous de lui dans les égouts. Ensuite, Hajime et Shia s'y rendent et trouvent une petite fille faible. Et pendant que cela se passe, les marchands d'esclaves paniquent car la fille qu'ils s'apprêtaient à vendre s'est échappée. Hajime emmène la fille hors des égouts et Shia l'identifie comme une sirène. La sirène se réveille et se présente comme Miu. Ensuite, Shia baigne Miu et lui donne à manger, ce qui la rend heureuse. Hajime arrive avec un sèche-cheveux, l'utilise pour sécher les cheveux de Miu et ils discutent de ce qu'ils vont faire d'elle. De retour avec Yua, tandis que Tio pense que Yua devrait faire attention à qui elle amène son homme, Yua pense que Hajime ne fera rien car Yua est sa personne spéciale. Et quand elle demande à Tio ce qu'elle ressent pour Hajime, Tio se soucie seulement de savoir s'il la fera crier de joie. De retour avec Miu, il découvre qu'elle en a été séparée de sa mère et enlevée par des trafiquants d'esclaves. Réalisant qu'il doit faire quelque chose pour Miu, Hajime suggère de l'emmener aux gardes royaux pour qu'elle soit ramenée chez elle, mais Miu le supplie de l'adopter. Cependant, Hajime l'emmène quand même aux gardes, et même si Miu le supplie en pleurant, Hajime s'en va, laissant Miu pour de bon.
Alors qu'ils s'éloignent, se demandant s'ils ont bien fait, une explosion se produit et ils retournent voir la base des gardes détruite et un message des trafiquants d'esclaves disant à Hajime d'amener Shia pour les rencontrer ou Miu mourra. Alors que Yua et Tio savourent leur thé comme des civils distingués, un bandit est projeté à travers un mur, et de là sortent Hajime et Shia. Hajime explique la situation à laquelle ils font face, et sans aucune motivation nécessaire, Yua et Tio rejoignent volontiers sa mission pour sauver Miu et détruire le commerce d'esclaves. Ils se divisent en deux équipes et se rapprochent des trafiquants d'esclaves, sauvant même d'autres esclaves dans les égouts. Dans la cachette des bandits, Miu est gardé dans un aquarium, et le chef des bandits l'abuse, mais avant qu'il ne fasse quelque chose de fatal, Hajime arrive, le fait tomber et lui tire dessus, le tuant. Hajime brise l'aquarium et en larmes, Miu court dans ses bras avec un sourire. Hajime demande alors à Miu de fermer les yeux et après quelques minutes, elle les ouvre pour voir qu'ils flottent dans le ciel. Sous eux, les repères commencent à exploser, offrant à Miu un feu d'artifice, ce qui l'effraie. Soudain, un nuage noir apparaît suivi d'une traînée d'éclairs et il détruit les autres repères, grâce à Yua et sa magie. Hajime descend et après avoir vu Miu, Yua n'en revient pas de sa mignonnerie et félicite Miu pour sa force, ce qui la fait pleurer. Ensuite, Miu étreint Hajime et l'appelle papa, refusant de l'appeler autrement malgré ses supplications pour être appelé daddy. Après avoir vu cette interaction, toutes les filles supplient Hajime de leur faire un bébé pour qu'elles puissent être maman et papa ensemble. Des semaines plus tard, ils conduisent dans un désert pour atteindre une nouvelle ville, et tandis que Hajime conduit la voiture, Shia conduit la moto, se balançant pour que tout le monde la voie, ce qui énerve Hajime au point qu'il a envie de la percuter par derrière. Miu demande à Hajime de la laisser conduire, mais Yua dit à Miu que ses jambes ne peuvent pas atteindre l'accélérateur. Hajime regarde devant et est choqué de voir Shia déguisée en Kick Buttowski, tandis que Tio crie sur le siège arrière. Puis ils atteignent la ville et cela rappelle à Hajime quand il a failli mourir dans le labyrinthe car c'est la même ville qu'à l'époque. Ils entrent dans la guilde et remettent au chef de guilde, Lua, une lettre d'un autre chef de guilde, Chong, et dans la lettre, Chong vante Hajime et son incroyable groupe à Lua et comment ils ont vaincu 60 000 personnes en une nuit. Soudain, l'ancien camarade de classe de Hajime, Endo, entre et commence à paniquer, disant qu'il y a des démons dans le labyrinthe. Cela surprend Endo de voir à quel point Hajime est devenu un Sigma, et il est également heureux de le voir en vie. Réalisant que Hajime a survécu au labyrinthe, Endo le supplie de venir avec lui au labyrinthe avant que les autres ne meurent. Quelques heures plus tôt dans le labyrinthe, Kuki et les autres sont perplexes quant à l'absence de monstres au 19e étage, mais Shizuku leur dit qu'elle a un mauvais pressentiment. Sur l'étage, Endo voit du sang de monstre. Et avec cela, ils commencent à enquêter et réalisent qu'il y a un monstre qui est mort aux mains d'un monstre plus fort. Soudain, une voix résonne à travers le labyrinthe et de l'obscurité sort une démonesse intrigante nommée Catleya avec son oiseau guérisseur. Elle jette un coup d'œil au groupe et propose à leur membre le plus fort, Kuki, de rejoindre le camp des démons. Kuki décline son invitation, mais Catleya lui dit qu'un de ses amis a déjà rejoint et qu'il devrait faire de même, ce à quoi Kuki lui répond d'avaler de travers. Après un autre refus, Catleya active ses monstres et ils détruisent facilement Shizuku et Suzu. Kyori utilise sa magie de guérison pour soigner ses membres et leur donner la motivation de se battre, mais leurs attaques sont inutiles car les monstres encaissent chaque tentative. Shizuku utilise toute sa puissance sur le monstre et parvient à les toucher, mais l'oiseau de Catleya les guérit facilement à pleine puissance. Réalisant qu'ils sont acculés, Shizuku dit à Endo, qui a les compétences d'un assassin, de sortir discrètement du labyrinthe et de rapporter cela au capitaine Meld. Juste au moment où Endo termine son histoire, mais commence à manger bruyamment, ce qui le met en colère et le fait pleurer. Mais Hajime remet Endo à sa place pour avoir manqué de respect à sa fille. Et après avoir vu cela, les filles sont convaincues que Hajime est prêt à leur faire des bébés. Revenons à son histoire. Pendant la bataille des héros avec Catleya, Kuki débloque son Super Saiyan et tue l'un des monstres là-bas. Mais alors qu'il est distrait, Catleya utilise sa magie noire et projette un brouillard sombre dans les airs pour corrompre les héros. Mais Suzu utilise sa magie pour créer un champ de force afin de protéger ses amis du brouillard. Cependant, Catleya invoque deux monstres à l'intérieur du champ de force et il poignarde Suzu dans le dos, ce qui fait disparaître le champ de force, les laissant vulnérables. Kuki agit rapidement et disperse le brouillard loin d'eux, tandis que Suzu se transforme en pierre et perd la vie. Shizuku suggère de battre en retraite, et lorsque Kuki refuse, elle le gifle et lui dit de réfléchir calmement pour leur bien. Pendant ce temps, Endo se rend au 70e étage pour faire un rapport au capitaine Meld sur ce qui s'est passé. Et tandis qu'Endo est frustré d'avoir fui, Meld le félicite pour son courage. Soudain, l'un des monstres de Catleya apparaît et commence à attaquer tous les gardes à cet étage qui protège le cercle de téléportation. Réalisant qu'ils sont en difficulté, Meld dit à Endo d'aller à la surface et d'avertir tout le monde de ce qui arrive, ce qui amène Endo à Hajime.
De retour avec le groupe des héros, ils sont repoussés encore plus loin, et par désespoir, certains membres suggèrent qu'ils devraient suivre les paroles de Cat Leia et rejoindre le clan des démons, ce qui provoque une dispute entre eux. Soudain, le capitaine Meld apparaît tout ensanglanté et leur dit de survivre. Mais par derrière, il est poignardé par un monstre et tombe à sa mort. Cookie crie de colère et accumule son pouvoir tout en poussant son corps à la limite. Il attaque Cat Leia, vainc ses monstres et parvient à la toucher. Mais juste au moment où il est sur le point de la poignarder, il s'arrête et voit le collier de Cat Leia avec sa photo et celle de son mari. Cat Leia traite Cookie d'idiot et l'attaque par en dessous. De retour à la surface, Endo demande à Hajime de sauver ses anciens amis. Mais à sa surprise, Hajime dit à Endo qu'ils ne sont plus ses amis et qu'il n'a aucun intérêt à risquer sa vie pour eux. Endo continue de supplier et cela pousse Hajime à se souvenir de Kyori et Yuko qui lui rappellent qu'il est une bonne personne. Et quand ses filles lui demandent s'il est sûr de sa décision, Hajime décide de les sauver. Dans le labyrinthe, les héros font face à une crise et Shizuku est la seule qui se bat encore. Mais les monstres la submergent, la faisant vomir du sang. Kyori court vers elle, tandis que Suzu la protège des monstres. Et à court de mana, Kyori dit à Shizuku qu'elle veut passer ses derniers moments avec elle. Dans son cœur, Kyori s'excuse auprès de Hajime de ne pas avoir réussi à le sauver, mais soudain une attaque venue d'en haut élimine les monstres, choquant Cat Leia profondément. Alors que la poussière retombe, Hajime apparaît et Kyori n'en croit pas ses yeux. Quelques instants auparavant, Hajime traverse tout le labyrinthe à toute vitesse, s'arrête soudainement et sort sa foreuse pour percer et sauter tout le labyrinthe afin de rejoindre directement les autres. Hajime et les autres sautent, laissant Endo sous le choc et arrivent juste à temps pour sauver les autres. Shizuku n'arrive pas à croire que Hajime est encore en vie, et il la rassure, lui disant de se calmer. Hajime commence à donner ses ordres, disant à ses filles de s'occuper des blessés et de protéger les autres. Puis, sans introduction, Hajime et Cat Leia commencent à se lancer des pics, mais soudain, Hajime frappe dans le vide, et en sort un monstre, exposant les astuces bon marché de Cat Leia. Hajime commence à tirer avec ses akimbo, éliminant les monstres à un rythme rapide, ne laissant aucun monstre en vie. Cat Leia n'en revient pas du monstre qu'elle affronte, et elle invoque un monstre tortue qui lance un laser sur Hajime, mais il invoque un bouclier pour le bloquer, et presque ricoche, déviant le laser vers Cat Leia et touchant son oiseau guérisseur. La tortue se cache sous sa carapace, mais cela n'empêche pas Hajime de lui tirer dessus et de la détruire complètement. Voyant à quel point il est impressionnant, les héros ne peuvent pas croire que ce Chad est le même Hajime qu'ils connaissent. Daisuke se souvient de son péché et commence à paniquer, disant à Yua qu'il ment et que Hajime est mort. Mais Yua surgit et lance un regard noir à Daisuke, le faisant fuir. Plus de monstres apparaissent, et bien que blessé, Suzu essaie de se forcer à aider. Mais Yua l'arrête et lui montre comment faire avec la magie, aspirant les monstres dans son trou noir. D'autres monstres essaient d'attaquer Shia et Kyo, mais ces méchants les gèrent facilement. Après avoir vu cela, Cat Leia envoie un serpent géant à Kori, mais Hajime le voit et lance une épée à Shizuku, qu'il utilise pour faire des sushis de serpents. Repoussé, Cat Leia utilise un geste désespéré et déverse son brouillard sombre sur Hajime avant de s'enfuir. Et tandis que tout le monde panique, Hajime arrête Cat Leia et lui dit que, contrairement aux autres, il n'est pas un humain ordinaire. Il pointe son arme sur Cat Leia et lui demande son but, et quand elle le rejette, Hajime lui tire dessus 2 fois. Hajime lui dit qu'il sait que Cat Leia est là pour obtenir la magie ancienne, non pas en traversant un labyrinthe, mais en la prenant à quelqu'un qui l'a fait. Cat Leia en a assez et avertit Hajime que son amant se vengera pour elle. Mais Hajime ne se soucie pas que ce soit un dieu ou des démons, car il les tuera tous. Cookie supplie Hajime d'épargner Cat Leia, mais il appuie quand même sur la gâchette, peu importe ce qu'il pense. Ensuite, Shia a soigné le capitaine Mel qui était près de la mort, et quand Yua arrive, Hajime lui tapote la tête, signalant un cardio show plus tard. Mais Shia les alerte que les autres arrivent. Kyo s'approche de Hajime et commence à pleurer et à s'excuser pour son échec, ce qui rend Shia et Yua jalouses. Hajime utilise son poignet pour calmer Kyo, mais elle l'embrasse à la place, ce qui énerve encore plus Yua et Shia. Pendant ce temps, Cookie n'est pas content de ce qui vient de se passer, et alors qu'il remonte à la surface, il essaie de se plaindre. Mais Hajime lui dit que dans ce monde, c'est manger ou être mangé. Il pointe son arme sur Cookie et le prévient de ne pas se mettre en travers de son chemin, sinon il subira le même sort, peu importe qu'ils aient été amis autrefois. En sortant du labyrinthe, ils sont accueillis par des soldats prêts à se battre. Mais après avoir vu les héros en sécurité, Loa retire les troupes. Après avoir vu le nouveau Hajime, Kyo se demande s'il a changé. Et après avoir dit au revoir à Shizuku, Kyo demande à Hajime de la laisser rejoindre son groupe. Tandis que Yua s'oppose à son idée, Kyo refuse de céder face à Yua et ses melons en carton.
Et Kyo dit à Hajime qu'elle l'aime, choquant tout le monde. Mais Hajime rejette ses sentiments et avoue qu'il aime Yua. Cependant, Kyo refuse de perdre face à Yua et demande à rejoindre leur groupe. Et au lieu de rejeter, Yua l'accueille pour prouver qui est la meilleure maman pour Hajime, acceptant son défi de savoir qui peut mieux dévorer le cornichon doré de Hajime. Soudain, Kyo,